Le grand journal avec le président de la République géorgienne, Mikhail Saakashvili, et Raphaël Glucksmann, jeune réalisateur français qui nous a rejoint, qui a fait ce livre d'entretien. Je vous parle de liberté chez Hachette Littérature. On va y dire dans un instant, on va voir que vous vivez dangereusement. Ce sont des images qui datent du mois d'août dernier, donc il n'y a pas très longtemps, à Tbilissi. Vous donnez une interview et là, on vous tire dessus, on vous canarde et vous êtes obligé de partir rapidement. Est-ce que vous savez qui vous tire dessus à ce moment-là? Est-ce que ce sont des opposants géorgiens ou ce sont des Russes? Non, évidemment pas chinois, c'est pas australien, mais c'était l'avion russe. Et je crois que c'est une réaction très normale quand il y a des avions luxe avec les bombes de 500 kilos ou 750 kilos qui, le même jour, ont tué dizaines de personnes dans ces villes-là. Donc, c'est pas un bon souvenir, c'est sûr. Ouais. Raphaël Glucksmann, vous avez rencontré Mikhail Saakashvili à Kiev, en Ukraine, au moment de la révolution orange. Et depuis, donc, c'est créé un lien entre vous deux qui fait qu'il vous a accordé cette confiance pour un livre qui est pas un livre de complaisance, hein, Ali. C'est très inhabituel, en fait. C'est vrai qu'en général, les livres de conversation avec des chefs d'État ou des grands hommes politiques sont d'une langue de bois sidérante, très ennuyeux. Là, c'est très frappant de voir la liberté de ton, justement, la liberté avec laquelle vous avez dialogué, échangé. En fait, on s'est connus donc dans une tente à Kiev, en pleine révolution orange. Et moi, j'ai vraiment voulu essayer de comprendre quelle était l'expérience révolutionnaire que menaient des pays comme la Géorgie en particulier, mais aussi l'Ukraine. C'est-à-dire comprendre quel est ce changement d'attitude par rapport au monde et ce désir de rapprochement avec l'Occident. Et quand on a commencé à discuter ensemble à Kiev, puis à Tbilissi, la capitale géorgienne, et au fil du temps, une relation s'est nouée qui a permis justement un livre sans complaisance. Parce que le problème, normalement, quand on interviewe un chef d'État, c'est qu'on ne le connaît pas. Et que du coup, on a une sorte de respect pour la fonction, que je suis désolé, je n'avais pas. Et j'avais plus de respect pour les idées, donc j'essayais de comprendre ce qui motivait ces révolutions à l'Est et ce qui motivait ce conflit avec la Russie. Est-ce qu'il faut être un aventurier politique pour être chef d'État de Géorgie aussi jeune? C'est assez frappant en Géorgie, c'est la jeunesse non seulement du président, mais il est presque le plus vieux de son gouvernement, donc la jeunesse de l'ensemble de la classe politique géorgienne, opposition comprise. Et c'est ça, ce changement de génération, ce changement d'attitude que les autorités russes, à mon avis, n'ont pas supporté, puisqu'il n'y avait plus de langage commun possible avec cette jeunesse qui a souvent été éduquée d'ailleurs dans les universités françaises ou américaines. Et ça, c'est une vraie aventure politique contemporaine. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. On peut la critiquer, on peut la contester, mais il faut essayer de la comprendre, parce qu'il y a assez peu, somme toute, d'aventures politiques réelles aujourd'hui en Europe. Une expérience démocratique. Hein. Est-ce que c'est une démocratie, la Géorgie? Par exemple, nous avons maintenant la commission d'enquête sur la guerre en août, présidée par l'opposition. Ils ont déjà interrogé tous mes ministres, nos ministres, tous les généraux. 45 minutes de procès verbal, 45 heures de procès verbal, d'interrogatoire. Et maintenant, il y a 4 jours, j'ai appris que moi, j'ai convoqué comme président à donner témoignage à une commission en direct sur la télévision. C'est cette commission parlementaire présidée par l'opposition. Je vous dire, les questions qu'ils posent là-bas, ils poseront là-bas, seront beaucoup plus dures que celles de votre. Donc, ça montre quelque chose. Juste pour préciser quand même, parce que vous avez fermé la télévision d'opposition, vous avez réprimé quelques manifestants qui étaient contre votre régime. C'est vrai qu'il y a un an, c'était l'affrontement violent entre l'opposition et le gouvernement, les forces du gouvernement. C'est pour ça que la télévision a été fermée pour une semaine, juste à ce moment-là, par nous. Mais après, c'était le conflit entre les journalistes, mais c'est ouvert maintenant, et après, des journalistes étaient des propriétaires. Mais après un an, l'opposition a appelé au rassemblement général pour commémorer cette date. Ils ont appelé pendant 2 mois sur tous les chaînes, chaque soir. Il faut sortir dans la rue, il faut se débarrasser de ce gouvernement. Le rassemblement était 7 000, 8 000 personnes très paisibles, mais c'est assez rare dans cette région. Mais c'est pourquoi ce n'était pas très massif. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mécontents. Mais nous avons réussi d'établir les règles de jeu politique au sein du Parlement, comme cette commission, au sein du média. Nous avons même organisé maintenant une chaîne d'État. Nous avons beaucoup de chaînes comme vous, mais pas comme vous, mais, qui essaient d'être comme vous. Mais il y a une chaîne maintenant, État,
où 24 sur 24, c'est comme système américain, c'est Hyde Park politique de télévision. Ouais. Tous les partis politiques, tous les ONG ont l'accès à ces chaînes et peuvent dire n'importe quoi. Normalement, ils critiquent moi. Raphaël Glucksmann, comment vous définissez Mikhail Saakashvili? Je définis d'abord comme un résistant qu'on a le droit de critiquer, mais qui mène une expérience politique qui, à mon avis, est fondamentale pour l'Europe. Résistant à quoi? Un résistant au retour de l'autoritarisme en Russie et aux conséquences que ça comporte dans les régions avoisinantes, qui sont des anciens pays qui appartenaient à l'URSS et dont la Russie a, somme toute, assez mal accepté l'indépendance. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est pas seulement le discours politique, mais aussi le trajet qui permet de former un leader, on va dire, occidental dans un pays qui était l'URSS. Et ça, ce changement, c'est quelque chose qui moi, m'impressionne. Ouais. Ça, c'est sûrement ce qu'il y a de plus troublant, de plus fort dans votre itinéraire. C'est intéressant de voir l'intérêt, l'amour, la passion que vous avez porté aux vieilles démocraties d'Europe, à l'Occident, à cette manière dont très jeune, quand vous étiez étudiant en URSS, même tout gamin, vous allez acheter des journaux, par exemple. Et il y a une scène où vous racontez votre émotion quand, pour la première fois, dans un grand hôtel, vous achetez le journal Le Monde, journal français, journal censuré. Malgré tout, il y avait une envie, un désir de liberté qui se manifestait à travers ça. Voilà, on peut vous l'offrir. Pour le coup, il est disponible beaucoup plus facilement. Et ce qui est étonnant quand on lit le livre, c'est de voir à travers vos yeux, votre regard, nos sociétés, les vieilles démocraties d'Europe, parce que ce sont des pays démocratiques qui oublient à quel point ça vous les aimez plus que nous, la liberté. Ouais. Mais écoutez. J'appartiens à cette génération pour laquelle la France, l'Europe de l'Ouest, c'était absolument idéalisé. C'était quelque chose de sacré. C'était un paradis sur la terre absolue. C'est pour ça que les journaux, parce que toutes les générations, j'ai appris le français, l'anglais, l'espagnol, les autres langues, mais sans possibilité même de rencontrer quelqu'un qui parlait ça de ce pays. Donc, et toutes les générations ont péri comme ça dans l'Union soviétique. Pour eux, connaissance de ces langues, la langue morte, en effet pour nous, parce que c'était sans possibilité de contacter les gens, était une forme de protestation, une forme d'appartenance à cette culture européenne, parce que la Géorgie est un pays européen, avec des racines européennes, mais pour nous, c'était un peu un acte politique. Même les journaux, là, c'était que même jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé les premiers journaux que j'ai obtenus il y a 20-30 ans, parce que là-bas, c'était comme obtenir quelque chose, bien sûr, prohibé, mais sacré. Interdit, sacré. Alors Jean-Michel Apathy, Nicolas Sarkozy et Vladimir